Mes chers amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février, je sais que vous avez entendu ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je tourne plusieurs vidéos, donc voilà, vous êtes au courant de comment ça se passe les tournages maintenant. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'actualité du spatial et de l'actualité de l'astronomie. Donc, on va parler des 7 nouvelles planètes qui ont été découvertes par une équipe, alors, de la NASA. J'ai envie de rétablir un petit peu la vérité. Oui, certes, la NASA participe au projet TRAPPIST, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je l'ai déjà dit, il faut être honnête dans le monde scientifique. Sinon, si on n'est pas honnête, on passe pour des cons. Et même quand on est honnête, il y a des gens qui veulent vous faire passer pour des cons. Donc, soyons honnêtes et rétablissons la vérité. Oui, la NASA participe au projet TRAPPIST. Mais ceux qui ont fait la découverte de ces 7 exoplanètes autour de l'étoile TRAPPIST-1, qui se trouve à 39 années-lumière de chez nous, ce sont des Français. Alors, je mets des Français en premier. Excusez-moi mes amis belges, parce que le projet TRAPPIST est quand même été initié par une équipe scientifique belge de l'université de Liège, donc en Belgique. Faut que je le dis, hein, comme ça je ne me ferai pas taper sur les doigts par les Belges non plus. Je les aime, mes amis belges. Et donc, il y a des Français, il y a des Suisses, et vous l'avez compris, il y a des Belges. Voilà, parce que le projet TRAPPIST, d'abord, a été créé par les Belges. Il y a l'intervention de la NASA, parce que bien sûr, on a demandé à la NASA, enfin TRAPPIST, l'équipe de TRAPPIST a demandé à la NASA des confirmations avec le télescope Spitzer, enfin pas Spitzer, je vous dis n'importe quoi, avec le télescope Kepler, qui est le fameux télescope qui découvre vachement de planètes, d'exoplanètes en ce moment. Donc ils ont demandé une confirmation de télescope Kepler. Ils se sont servis aussi de la base de données de Kepler, parce qu'il faut savoir que quand un observatoire astronomique, qui soit sur Terre ou en orbite autour de la Terre, eh ben, il crée une base automatique de données, d'observation. Donc, voilà pourquoi on parle beaucoup de la NASA et que sur les vidéos de YouTube, on voit beaucoup marqué NASA partout, NASA partout. Non, l'équipe, elle est franco-suisse-belge. Ou belge-suisse-franco, si vous voulez. Bon, hein. Donc, rendons à César ce qui est à César, parce que l'exploit, moi, me parle. Parce que, vous le savez, je l'ai dit, on me traite de mytho, mais je m'en fous, je l'ai dit. Je travaille avec une équipe d'experts et de professionnels sur un projet qui ressemble un peu au projet TRAPPIST. Bon, je ne peux pas en parler parce que j'en ai pas le droit d'en parler, parce que j'en ai pas l'autorisation de l'équipe. Il faut que toute l'équipe soit d'accord pour que j'en parle. Pour le moment, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas encore de résultats probables de notre recherche. Voilà, c'est tout. Alors, s'il y en a qui veulent se défouler à me traiter de mytho, de machin, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je sais qui je suis et je sais ce que je fais dans la vie. Et je vous emmerde en plus par-dessus le marché. Voilà. Donc, pour revenir un peu à TRAPPIST-1, qui est une étoile. Alors, pourquoi on l'a appelé TRAPPIST-1? Parce que le système de télescope qui a observé le transit exoplanétaire autour de TRAPPIST-1, c'est parce que le projet s'appelle TRAPPIST. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire, parce que c'est un acronyme, je ne vais pas vous faire l'affront de vous machiner l'acronyme. Hein. Je vous le mettrai en écrit sur la vidéo, ce que ça veut dire TRAPPIST. Mais je pense qu'il y a tellement des abrutis qui regardent ma chaîne que vous n'allez rien y comprendre. Donc, voilà.
Ouais, parce que maintenant j'en ai marre. Je sais qu'il y a une bande d'abrutis, donc voilà, qui regardent ma chaîne, donc voilà. Un petit pic pour les abrutis qui regardent ma chaîne. Et qui veulent toujours faire croire qu'ils sont des astrophysiciens, alors que c'est rien d'autre que des matrus de merde qui foutent rien à l'école. Et qui sont sur leurs jeux vidéo toute la journée. Mais enfin, basse. Donc, pour revenir à Trappist, ils ont utilisé des télescopes. Alors, c'est des télescopes qu'on trouve dans le commerce, qui valent un bras, un œil, une jambe. Hein, ça vaut très cher. C'est des télescopes qui font 60 cm de diamètre. Alors, ils les ont pris. Alors, il faut quand même expliquer qu'ils les ont complètement modifiés, ces télescopes. Hein, parce que, à la place du porte-oculaire, ils y ont mis un spectrographe. Avec la motorisation du télescope qu'il y a déjà dessus, le système GPS, le système d'alignement automatique, ils ont rajouté ce qu'on appelle une robotisation. C'est-à-dire que le télescope est un robot. Ils ont robotisé le télescope. Ça veut dire qu'on lui envoie des ordres, et au moment où il doit exécuter les ordres, il les exécute. Donc on lui dit, voilà, il faut observer telle étoile, pouf. La nuit tombée, il y a des capteurs de luminosité tout autour du système. Dès que la nuit, des caméras aussi qui visent le ciel, machin tout, si le signe est bon, s'il n'y a pas de nuages, s'il n'y a pas de... Alors le signe, c'est turbulence atmosphérique, tout ça. Et donc, si tout est nominaux, boum, l'engin se met en branle et vise l'étoile et fait l'observation qu'il doit faire. Et après, en Belgique, en Suisse, en France, puisque c'est les équipes françaises, Belgique et Suisse, ils reçoivent des données. En fin de nuit, ils reçoivent des données. Donc ces données leur dit, ah, devant l'étoile que vous m'avez demandé d'observer, il y a quelque chose qui passe. Donc c'est quelque chose, est-ce que la baisse de luminosité de l'étoile est suffisante pour dire que ce quelque chose est une planète ? Alors, c'est confirmé, oui, il y a 7 planètes, dont 3 qui sont dans la zone habitable. Alors, c'est là que je vais commencer à devenir plus sérieux, et c'est là que je vais commencer à poser les bases du truc. Dans la zone habitable, ça ne veut pas dire qu'elles sont habitées. Ça, c'est un petit message pour ceux qui... Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une potentialité à être habitables. Maintenant, on sait qu'il y en a 3 qui sont de masse plus ou moins terrestre, une fois la masse terrestre ou une fois et demie la masse terrestre. Il y en a même une qui fait, je crois, 4 fois la masse terrestre. Bon, c'est-à-dire qu'elle est 4 fois plus grosse que la Terre. Mais elle est quand même dans la zone habitable. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est bien gentil tout ça de le savoir, mais est-ce qu'elle se trouve, donc elle se trouve dans cette zone habitable? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'elles ont une atmosphère? Une atmosphère composée de gaz, donc d'oxygène, d'azote, de tout plein d'autres gaz, machin, et puis des gaz, alors c'est important, qui n'en déplaisent à ceux qui veulent protéger la Terre, je suis d'accord avec eux, il faut protéger la Terre, il ne faut pas l'abîmer, mais sur Terre, il faut quand même qu'on ait des gaz à effet de serre. Il en faut une certaine quantité, mais pas trop. Donc, est-ce que sur ces 3 planètes dans la zone habitable, est-ce qu'elles ont justement des gaz à effet de serre pour pouvoir garder le peu de chaleur qui est envoyé par l'étoile Trappist? Parce que cette étoile, c'est pas une étoile comme notre Soleil. Ah oui. Dans la galaxie, restons dans la galaxie. Hein. Non, pas plus loin, mais restons dans la galaxie. C'est pas toutes les étoiles dans la galaxie qui ressemblent à notre Soleil. Il y a des géantes bleues, des géantes rouges, des géantes oranges, des géantes jaunes, des géantes blanches, des étoiles blanches comme la nôtre, des étoiles jaunes, des étoiles oranges, des naines rouges, des naines blanches, des naines jaunes, des naines oranges, des naines
des naines brunes même, il y a... donc vous voyez, il y a tout un pléthore d'étoiles différentes. Bon, et bien, Trappist 1 est une étoile naine rouge. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une étoile naine rouge qu'il ne peut pas y avoir de planète potentiellement, alors j'utilise bien le mot potentiellement, habitable. Ça veut tout simplement dire que la zone habitable, au lieu de se trouver comme nous, notre système solaire, la zone habitable, elle commence où? Elle commence à la limite arrière de Vénus et elle se termine à la limite arrière de Mars. Et donc, si vous savez comment est composé le système solaire, vous savez que la Terre se trouve pile poil entre les deux. Donc, elle se trouve pile poil dans la zone habitable. C'est quoi une zone habitable? Pour n'importe quelle étoile, la zone habitable, l'explication de la zone habitable et pourquoi on appelle ça une zone habitable, c'est la même pour toutes les étoiles. C'est qu'il faut que la planète qui se trouve là reçoive suffisamment de lumière, d'énergie et de chaleur. Ni trop, ni pas assez. Ça veut dire quoi? Vénus, vous voyez bien, elle se trouve trop près du Soleil, trop chaude, effet de serre, machin, invivable. 460 degrés, le plomb y fond. Donc vous imaginez bien, si le plomb y fond, l'être humain, il crame. Et puis, pression atmosphérique trop élevée, 90 bars de pression atmosphérique, c'est comme si on se trouvait je ne sais même pas s'il y a 90 bars dans les océans sur Terre. Enfin, admettons que vous soyez au fond de la fosse des Mariannes, bah vous êtes écrasé comme une merde. Voilà, faut le dire. Hein. C'est compréhensif comme ça, ça rentre mieux dans la tête des trucs comme ça. Vous voyez, hein, écrasé comme une merde, puisque les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit c'est pas possible de vivre sur Vénus, c'est pas possible. Bon. Et sur Mars, qu'est-ce qu'il y a? Bah, sur Mars, il n'y a plus d'atmosphère. Enfin, il y en a une, mais elle est trop ténue pour pouvoir arrêter tous les rayons nocifs qu'envoie le Soleil et qu'envoie tout l'univers. Et il fait trop froid. Bah, parce que même dans les périodes d'été, parce qu'il y a un peu des saisons quand même sur Mars, hein, au plus chaud, il fait -20. Donc vous voyez, quand il fait -20 chez nous, on se la pèle, quoi. Hein. Et puis même, il n'y a rien de respirable sur Mars. Vous y allez sans scaphandre, vous êtes mort, quoi. Donc voilà. Donc je vais faire une petite vidéo derrière justement sur la colonisation de Mars parce que j'ai entendu des choses horribles. Enfin basse. Donc revenons à nos exoplanètes. Donc il y a ces exoplanètes. Maintenant, il faut savoir si elles ont tout ça. C'est-à-dire une atmosphère propice à ce que l'apparition de la vie se fasse. Alors attention, apparition de la vie, ça commence dès la petite cellule, la monocellule, hein, le truc pas complexe, quoi. Hein. Alors, il y a une vidéo qui est faite par Jean-Pierre Luminet, qui est très très bien, sur Futura Science, où on l'interroge... on l'interroge sur beaucoup de choses, sur ces histoires de planètes qui ont été découvertes. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la vie apparaisse? Alors, je suis désolé de le dire. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'es trop pourcentiste, enfin, tu regardes trop ce qui se passe sur la Terre, machin et tout. » Non, il faut quand même qu'il y ait une chimie du complexe. Alors, c'est vrai que si cette chimie du complexe était basée sur le carbone, et bien à ce moment-là, on n'aurait pas de souci à se dire, il y a au moins de la vie bactérienne sur ces planètes. Enfin, s'il y a l'atmosphère, s'il y a de l'eau liquide, s'il y a de l'effet de serre, s'il y a de la tectonique, s'il y a plein de choses. En fait, c'est très compliqué de dire il y a de la vie sur telle ou telle planète. C'est très compliqué, ça va être très compliqué de le savoir. Mais, pour vraiment le savoir, on ne va pas vraiment se compliquer la vie. Qu'est-ce qui va se passer? En 2018, vous le savez, on va envoyer le JWST. Le JWST, c'est quoi? C'est le James Webb Space Telescope.
il ne va pas être envoyé en orbite basse comme le HTSS, c'est-à-dire le Hubble Space Telescope. Vous voyez, hein? Non, il va être envoyé sur ce qu'on appelle un point de Lagrange à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ah. Alors, ces points de Lagrange, ils ont été découverts par Lagrange, un astronome de l'époque, hein, il y a à peu près 150-180 ans, qu'il est mort, a découvert que dans tout le système solaire, toutes les planètes du système solaire, alors, par rapport à la taille des planètes, ça change, hein, mais pour la Terre, il s'est rendu compte que il y avait des points autour de la Terre, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, où la gravité de la Terre, ou de la Lune, ou du Soleil était nulle. C'est ce qu'on appelle les points de Lagrange. Ça veut dire que le télescope, on va le poser, il va être posé là, et il va rester là. Et il va tourner sur ce point, tout autour de la Terre, indéfiniment, jusqu'à où un jour on lui dit, bah, ramène tes miches par ici, on va te détruire dans l'atmosphère terrestre. Hein, comme il va se passer certainement pour Hubble. Aux alentours de 2020, je crois que 2020 ou 2024, la carrière de Hubble va s'arrêter. Bon, il nous a rendu beaucoup de services, il faut le reconnaître. Je vais être bien triste quand ça va se passer. Voilà. Donc, avec ce télescope, et puis un autre qui est sur Terre, qui est en train d'être construit sur Terre, et c'est l'ESO qui a mis en route ce télescope. Alors l'ESO, vous savez qu'ils ont déjà des télescopes au Chili, c'est le VLT déjà, Very Large Telescope, et ils vont construire un nouveau télescope qui va être un miroir composé de plusieurs petits miroirs qui vont faire un gros miroir de 39 mètres de diamètre. Ça va être le télescope à miroir le plus grand du monde. Jusqu'à qu'il y en a d'autres qui fassent plus grand. Mais ce sera le plus grand. Alors ESO, c'est European Southern Observatory. OK? Exactly in English. Yes? Bon. Non, je suis très nul en anglais. Je ne vous ferai pas de vidéo en anglais. Donc, ces télescopes, le James Webb Telescope et celui-là, le EELT, 2ELT, E pour European Extremely Large Telescope, vont servir aux exoplanétologues d'aller voir, alors par transit, quand les planètes vont passer devant l'étoile, la lumière de l'étoile va à un moment donné traverser l'atmosphère de ces fameuses planètes, s'il y a atmosphère. Et donc on va faire ce qu'on appelle une spectrométrie. Cette spectrométrie va nous donner des raies, des couleurs, et puis dans ces couleurs, il va y avoir des raies. Les raies vont donner s'il y a tel atome ou tel atome. Par exemple, s'il y a des atomes d'oxygène, s'il y a des atomes d'azote, s'il y a des atomes de carbone, et s'il y a des atomes des atomes d'argon, de gaz rare, et puis voilà. Et puis, voilà. Donc, surtout, oui, l'oxygène. Hein. Surtout, savoir s'il y a de l'oxygène. Parce que la moindre petite vie, quelle qu'elle soit cette vie, que ça soit une vie protozoaire, c'est-à-dire un monozoaire, c'est-à-dire une cellule avec juste une cellule. Voilà, c'est monozoaire, je ne peux pas vous le dire plus simple. C'est juste une petite cellule de rien là, qui se balade dans la flotte ou machin et tout. Eh bien, s'il y en a des millions ou des milliards sur une des planètes qui tournent autour de Trappist dans la zone habitable, eh bien, on pourra détecter le signe d'oxygène qu'ils émettent. Si par exemple, même s'il y a du gazon sur toute la planète, il y a des forêts sur toute la planète, n'importe quel que soient les arbres, à quoi ils ressemblent ou pas,
s'ils sont basés sur la chimie du carbone, comme sur la chimie de notre planète, parce que la chimie du vivant sur notre planète, c'est la chimie du carbone. C'est la chimie complexe du carbone même, exactement. Hein. Donc, ça émet de l'oxygène. Il ne faut pas croire, ça émet de l'oxygène et ça émet du gaz carbonique. Hein. Et puis ça émet aussi pas du propane, enfin bon, j'ai oublié le gaz, mais enfin c'est pas grave. C'est pas important. Du moment qu'on découvre qu'il y a de l'oxygène sur une planète, c'est qu'il y a de la vie. Alors, bien sûr, j'en entends tout de suite qui vont dire « Ouais, mais c'est une vie intelligente ». Non, si c'est une vie monozoaire, protozoaire ou bactérienne ou du lichen, c'est-à-dire des champignons ou de l'herbe ou des animaux, allez, pourquoi pas, jusqu'à des animaux. Oui, les animaux ont une certaine intelligence, puisque, par exemple, moi j'ai des chats, quand je regarde mes chats en train de chasser une souris, de chasser un mulot, ils sont pas bêtes les animaux, ils ont quand même une réflexion de dire, tiens, comment je vais la chasser, ils émettent une stratégie pour attraper la bestiole. Hein? Donc, voilà. Donc, il y a quand même une forme d'intelligence chez les animaux. Mais, si c'est la question de savoir est-ce qu'il y a une forme d'intelligence capable de communiquer, eh ben, même si on découvre de l'oxygène, ça ne nous dira pas. Ça ne va pas nous dire quelle forme de vie il y a. Ça va nous simplement nous dire, oui, sur telle planète du système solaire TRAPPIST 1, la planète TRAPPIST 1, 1D, 1E, 1F, ou 1D, ou 1E, ou 1F, eh bien, il y a de la vie. Il y a de la vie, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette vie. Parce qu'il y a de l'oxygène. Voilà ce qu'on pourra dire. Mais on ne pourra pas dire si c'est une vie intelligente capable de communiquer. Ou si c'est une vie intelligente qui est encore à l'âge de pierre, ou si c'est une vie intelligente basée sur une autre forme de chimie que le carbone, c'est-à-dire, passé un moment, il y avait les biologistes qui disaient qu'il pourrait y avoir la possibilité d'une forme de vie basée sur le silicium. Bon, je ne sais pas trop où s'en est ces histoires de biologistes complexes sur le silicium. Apparemment, certains biologistes pouvaient y croire. Maintenant, voir où ils en sont, s'ils y croient toujours ou pas. Voilà. Donc, il faut savoir que ces exoplanètes qui ont été découvertes autour de TRAPPIST 1 sont très intéressantes pour ça, parce que, premièrement, elles sont à 39 années-lumière. Alors, oui, c'est loin, mais c'est bien moins loin que certaines planètes qui ont été découvertes par Kepler, qui se trouvent à 4000, et je ne sais même pas s'il n'y en a pas une qui est à 5000 années-lumière. Donc, vous voyez la différence entre 39 années-lumière et 5000 années-lumière, c'est pas pareil quand même, hein. Il y a quand même une différence de distance. Hein. Donc, c'est intéressant parce qu'elles sont assez proches donc, de nous. Pour les futurs instruments qu'on va lancer donc, dans l'espace et qu'on va implanter sur Terre. Deuxième chose, pourquoi elles sont intéressantes? Parce que, apparemment, les 7 auraient plus ou moins la taille, la masse de la Terre. Plus ou moins. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire moins, elle ressemblerait plus à Vénus ou à Mars. Et plus élevé, ce serait plus des espèces de Neptune, mais des planètes océans, qu'on appelle. C'est-à-dire, en masse terrestre, elles sont plus grosses, avec un océan gigantesque qui tourne autour. Voilà. Qui tourne autour, qui est autour du noyau terrestre. Un océan, voilà, ce serait un peu comme dans Waterworld, je ne sais pas si vous avez vu Waterworld avec Kevin Costner, où toute la planète Terre est transformée en un gigantesque océan, il n'y a plus qu'un endroit où il y a de la Terre. Mais là, ce serait carrément que des planètes océans où il n'y aurait que de la Terre, de type de la taille à peu près de Neptune, hein, à peu près, hein, plus ou moins. Bon, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir. Troisième chose intéressante. C'est pour ça que là, c'est très intéressant parce qu'elle cumule ces 3 choses. Ce système solaire cumule ces 3 choses. C'est la première fois, je pense que et je me trompe peut-être pas, mais c'est la première fois qu'il y a 3 choses importantes pour chercher de la vie sur une autre planète que la nôtre, ou sur un autre système solaire.
C'est parce que 3 planètes sur les 7 se trouvent pile poil dans la zone habitable de l'étoile. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant pour ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je voulais vous communiquer là-dessus parce que c'est en ce moment et c'est dans l'actualité. Et je pense qu'on va en entendre de plus en plus en parler. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes qui bossent avec moi sur les projets qu'on a mis en place et qui vont me dire, oui, tu dis la NASA, patata. Mais c'est la vérité. Je suis désolé. Allez voir les articles qui ont été écrits par l'Université de Liège. Eh ben, ils font apparaître la NASA dans leur article au moment où ils ont demandé à pouvoir consulter les bases de données de Kepler, où ils ont demandé à pouvoir utiliser Kepler, à diriger Kepler sur TRAPPIST 1 pour confirmer la découverte des 7 planètes. Et ils mentionnent la NASA, plutôt le JPL, le Jet Propulsing Laboratory, pour demander un temps d'observation avec le télescope Hubble. Donc voilà, je rétablis un peu la vérité parce que moi ça m'a fait un peu mal, parce que l'Europe, on peut parler d'Europe, parce que la Belgique, la Suisse, la France fait partie de l'Europe. Je suis désolé, même si la Suisse n'est pas vraiment dans l'Europe politique avec nous, elle est dans l'Europe de la recherche. Voilà. Donc la Suisse participe souvent avec le CNES, le CNRS, avec les universités de Belgique, avec les scientifiques belges, avec les scientifiques italiens, avec les scientifiques français, scientifiques allemands. On bosse même avec les scientifiques russes. Donc c'est quand même européen. Donc c'est quand même une trouvaille européenne. Donc je voudrais faire le petit cocorico européen quand même. Parce que les Américains, d'accord, la NASA a découvert beaucoup d'exoplanètes avec Kepler. Enfin, ils en ont hypothétiquement découvert beaucoup. Ils en ont beaucoup à confirmer. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. C'est une découverte européenne grâce à un projet belge. D'accord ? Voilà. Sur ce, amis astronomes, si cette vidéo vous intéresse, mettez plein de petits pouces en l'air, mettez tous les commentaires que vous voulez, défoulez-vous sur moi si vous voulez vous défouler sur moi les autres. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, il y a plein de choses à voir là-haut. Ciao!